avec toutes nos excuses donc, pour cette perturbation encore qui est... vous avez vu comment ça se passe. Nous allons aborder cet après-midi sur la Chine, et puis avec un appendice japonais, donc fort heureusement, notre japonisant de l'après-midi est là. Et nous allons commencer tout de suite par l'intervention de Damien Chaussan du CNRS, qui va nous parler, comme texte fondateur, il a choisi le Zhuojuan, et donc classique confucéen et modèle historiographique. Damien. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, M. Massé et M. Robert, de m'avoir invité à participer à ce passionnant colloque. Je vais vous présenter un texte chinois fondateur à plus d'un titre, et en particulier dans le domaine de l'écriture de l'histoire sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. J'évoquerai également la place de ce texte dans les belles-lettres et sa présence dans la langue chinoise moderne. Ce texte est le commentaire de Zhuo, Zhuojuan en chinois. Je vais expliquer quelles sont ses caractéristiques principales et en quoi il a influencé l'écriture de l'histoire après lui. Autrement dit, il sera question, entre autres, de sa place dans la tradition historiographique chinoise, qui est une tradition très riche. Ce texte est comparable par la place qu'il occupe dans la culture chinoise à celle occupée par les œuvres de Thucydide, Tacite ou d'Homère. J'évoque Thucydide et Tacite parce qu'il s'agit d'un texte historique qui raconte une époque de l'histoire de la Chine, une période de 250 ans, située entre les 8e et 5e siècles avant notre ère. Et j'évoque aussi Homère, car ce texte comporte nombre d'épisodes fameux de batailles, de rencontres aristocratiques, d'assassinats, de joutes oratoires, qui ont, chacun à leur manière, inspiré les poètes, les romanciers, les dramaturges et plus récemment les cinéastes. Je vais commencer par lire un jugement sur ce texte antique, un jugement qui a été écrit par un auteur qui vécut au 8e siècle de notre ère, soit plus de 1200 ans après la mise en circulation du commentaire de Zhuo. L'auteur de ce jugement est Liu Zheti, un historien officiel qui est connu pour un traité sur l'écriture de l'histoire. Voici ce qu'il dit. Lorsque le commentaire de Zhuo fait le récit des événements, quand il décrit une armée en campagne, les registres et les états de service semblent s'étaler devant nous. On entendrait presque le vacarme et le brouhaha des armes. Quand il présente un campement, on en voit les aménagements avec leurs décorations bien en ordre. Quand il évoque les victoires, les butins y figurent sans exception, tandis que les troupes en débandade semblent passer devant nos yeux. Les serments et les alliances y sont dépeints avec exaltation, les perfidies et les mensonges mis au grand jour. Les bienfaits des souverains y sont chauds comme un soleil de printemps et leur sévérité glaciale comme une gelée automnale. Les pays florissants sont racontés en des termes infiniment savoureux et ceux qui s'effondrent suscitent tristesse et chagrin. Ici, de bons mots viennent couvrir le papier et là, ce sont de beaux vers qui sont scandés. Remarquable et hors du commun, l'auteur du texte est à l'aise avec tous les faits. Un travail d'un tel génie est au niveau de la création elle-même, son esprit parvient au divin. Rares sont les œuvres qui l'égalent en réputation, ce texte est un exemple unique dans l'histoire. Ce passage du critique est représentatif de ce que la tradition chinoise dit à propos du commentaire de Zhuo, surtout à partir de la dynastie des Tang, qui a régné entre 618 et 907. Selon notre critique, nous avons affaire à un texte exceptionnel qui présente un récit historique vivant, joliment écrit et qui contient un enseignement moral fort utile. Narration convaincante, style devenu modèle et profondeur éthique sont les trois qualités qui caractérisent le commentaire de Zhuo. Commençons par expliquer de quoi ce texte est-il le commentaire et comment il se présente. Pour la tradition ancienne dominante, le commentaire de Zhuo est attribué à un certain Zhuo Qiuming, un personnage guère connu que par quelques allusions, qui aurait vécu à l'époque de Confucius et aurait commenté, c'est-à-dire dans le cas présent complété, une chronique historique attribuée à Confucius lui-même et intitulée Printemps et automne. Alors, cette chronique confucéenne porte sur les années 722-481 du pays de Lu, qui est la patrie de Confucius et du duc de Zhou, deux parangons de vertu de la philosophie politique ancienne. Le terme printemps et automne, Chunqiu, est une synecdoque qui désigne l'année et par extension les annales, si bien qu'en chinois, le titre de cet ouvrage sonne un peu comme les annales à la manière de l'ouvrage de Tacite.
Alors ce texte, Les Printemps et Automnes, est lui-même fondateur à plus d'un titre, mais en premier lieu, bien sûr, parce que la tradition en attribue la rédaction à Confucius lui-même. Celui-ci aurait remanié les annales officielles de son pays en choisissant avec soin certains événements à des fins d'édification, si bien que s'est constitué au cours des siècles un large corpus de gloses, de commentaires et de sous-commentaires, d'autant plus que ce texte a été canonisé par l'orthodoxie confucéenne dès les premières générations postérieures à Confucius, faisant ainsi partie des tout premiers classiques. C'est ce qu'on traduit par le chinois Ting, qui désigne les ouvrages canoniques. Le commentaire de Zhou est quant à lui intégré au canon confucéen au 7e siècle de notre ère sous les Tang, et probablement même avant. La liste des classiques n'est pas très claire avant cette période, en particulier quand on parle de commentaires de textes canoniques. Est-ce qu'ils sont compris ou non dans la liste? Ce n'est pas forcément très clair. Une ligne qui apparaît dans le commentaire de Zhou donne en quelque sorte la clé de lecture de la chronique confucéenne des Printemps et Automnes. Elle nous dit « Le texte des Printemps et Automnes est concis mais manifeste, la notation des faits y est subtile, il expose les choses avec élégance et cohérence, il dit toute la vérité sans détour, il met en garde contre le mal et encourage le bien. Hormis un sage, qui aurait pu le composer ?» Alors la recherche actuelle considère que la chronique des Printemps et Automnes est sans doute une œuvre authentique d'un seul auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ qui se serait fondé sur des sources rédigées peu de temps après les événements consignés. Et s'il se concentre sur le pays de Lu, la patrie de Confucius, le texte évoque bien entendu d'autres États chinois, car à cette époque, la Chine était divisée en plusieurs petits pays, tous vassaux d'un roi et d'un État, celui des Zhou. En rédigeant le texte des Printemps et Automnes, Confucius l'aurait en quelque sorte codé d'un message politico-éthique et les générations postérieures ont écrit divers commentaires afin de décoder le message. Alors s'il existe des commentaires qui sont des recueils de gloses, des commentaires rituels, le commentaire de Zhou, celui qui nous occupe aujourd'hui, est quant à lui un commentaire historique qui complète ce que le texte confucéen ne fait qu'évoquer en quelques caractères. Et la période sur laquelle il s'étend est aussi un tout petit peu plus longue, puisque la dernière entrée porte sur l'année 468, et l'on a même une anecdote qui se passe en 463 avant Jésus-Christ. De fait, le texte confucéen, le texte des Printemps et Automnes, est très laconique, ne comportant pour chaque année qu'une petite dizaine d'entrées en moyenne, et chaque entrée est elle-même assez brève, une dizaine de caractères. On trouve même des entrées qui se limitent à 1 ou 2 caractères seulement. Il y a des passages des Printemps et Automnes qui ne sont pas commentés, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a aucune notation à la même date dans le commentaire, et inversement, dans une proportion plus grande, il y a des entrées du commentaire qui ne correspondent à aucune notation de la chronique confucéenne. Il y a même ici et là des contradictions entre les deux textes sur le plan des dates, et la plupart du temps, le commentaire de Zhou est juste et la chronique confucéenne est fautive. Alors ce sont des éléments qui ont fait douter certains lettrés du fait même que le commentaire de Zhou fut un véritable commentaire des Printemps et Automnes. Mais enfin, il a été lu comme un commentaire durant à peu près les 2 derniers millénaires. Alors voici, à titre d'exemple, une petite année du début de la période, l'an 712, qui ne contient dans la chronique confucéenne que 4 entrées avec 41 caractères chinois. On va la lire rapidement. 11e année du règne du seigneur Yin de Lu. Au printemps, le marquis de Teng et le marquis de Xue vinrent présenter leur hommage au seigneur Yin de Lu. À l'été, le seigneur eut une entrevue avec le comte de Zhang à Shelai. En automne, au 7e mois, au jour Zhenwu, le seigneur, avec le marquis de Qi et le comte de Zhang, entrèrent dans la capitale de Xu. En hiver, au 11e mois, au jour Zhenchen, le seigneur Yin décéda. Alors par contre, la section du commentaire de Zhou qui correspond à cette année est 25 fois plus longue et compte près de 1000 caractères. Alors on y apprend que les 2 marquis de Teng et de Xue se sont disputés la préséance lors de la cérémonie d'hommage. On y trouve tous les détails de la prise de Xu, le pays qui est évoqué, et l'enjeu politique et rituel qu'il représentait pour le comte de Zhang. On y apprend également que cette année-là, le comte de Zhang attaqua et vainquit le pays de Song, et que cet événement ne fut pas noté dans la chronique des Printemps et Automnes parce que le pays de Song n'annonça pas cette défaite officiellement au seigneur de Lu. Donc voilà un événement important qui figure dans le commentaire et pas dans la chronique. Plus intéressant encore, on apprend les causes du décès du seigneur Yin. Il a été assassiné sur ordre de l'un de ses conseillers afin de faire introniser son propre frère cadet. Tout cela n'apparaît pas dans la chronique, qui se limite à un simple « à telle date, le seigneur décéda ».
Alors le commentaire donne une explication sur le laconisme de la chronique attribuée à Confucius. Il explique, et je cite, que les annales ne parlent pas de l'enterrement du seigneur Yin parce que les cérémonies ordinaires du deuil ne furent pas toutes observées. Il est sous-entendu que c'est le nouveau souverain du pays de Lou, le seigneur Huan, le frère cadet du défunt, qui n'a pas accompli tous les rites d'inhumation qui convenaient pour un souverain. Par ailleurs, et c'est là un élément qui est invoqué ailleurs, mais pas dans ce cas précis, la chronique confucéenne a pour principe de taire le mal de son pays. Selon l'expression consacrée, les régicides des seigneurs du pays de Lou ne sont pas désignés comme tels dans le texte attribué à Confucius, à l'inverse des régicides des autres pays. C'est le commentaire qui permet de comprendre les tenants et les aboutissants des événements qui sont à peine mentionnés, voire pas mentionnés du tout dans la chronique. Et le principe de dissimulation de certains événements ou de certains détails est fondamental dans l'historiographie chinoise, et ceci commence justement à partir des cas, de certains cas explicités dans les commentaires de la chronique confucéenne. Et il s'est développé toute une herméneutique autour de ces questions qu'on pourrait appeler l'herméneutique des silences, allant jusqu'à interpréter les irrégularités dans la formulation de la chronique confucéenne, qui est en général relativement régulière du point de vue de la langue. Le principe général de cette herméneutique du silence est le suivant. Si un fait s'est produit, on le sait par ailleurs, et n'a pas été noté dans la chronique, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une corruption du texte, c'est intentionnel de la part de Confucius qui cherche à transmettre un message. Et les commentaires, comme le commentaire de Zhou qui nous occupe aujourd'hui, ont justement pour objectif de décoder le message et les intentions derrière le texte. C'est ce qui, dans la langue historiographique chinoise, a été appelé le style subtil de la chronique des printemps et automnes, Wan ou Wei Wan. Sur le plan de la structure générale, la chronique des printemps et automnes est rigoureusement chronologique. Vous le voyez, hein, vous avez des dates, etc. C'est très précis. Le commentaire de Zhou, en revanche, s'il suit globalement une présentation chronologique, qui double en quelque sorte le texte qu'il est censé commenter, présente de nombreuses entorses à la chronologie. Et la première d'entre elles, la plus fréquente, est le retour en arrière destiné à expliquer un événement. Alors, ces analepses sont relativement fréquentes et peuvent, dans certains cas exceptionnels, faire remonter le récit très loin dans le temps. Par exemple, à l'année 637, le commentaire de Zhou raconte les vicissitudes que traversa un aristocrate, Chong'er, pendant les 19 ans d'exil qui précédèrent, avant qu'il ne devienne le prince du pays de Qin. Si le texte avait été purement chronologique, chaque épisode aurait figuré à l'année ad hoc. Et il faudra attendre le XIIe siècle de notre ère pour que naisse en Chine un genre historiographique qui raconte les événements par épisode, et non de manière strictement chronologique en les croisant les uns avec les autres. Mais certains traits du commentaire de Zhou annoncent cette manière d'écrire l'histoire. Et le texte du commentaire de Zhou présente aussi de très nombreuses prédictions qui anticipent sur ce qui va arriver, en particulier sur les conséquences d'un choix politique ou éthique ou encore rituel effectué par un aristocrate. Sur le plan de la narration, certaines de ces prédictions, ce que Mark Kalinowski appelle des discours prédictifs, auraient pour but, et là je cite Mark Kalinowski, de créer un artifice de continuité narrative dans la pléthore d'anecdotes isolées et de bribes de récits de toute nature entrelacés les uns dans les autres qui forment la matière historique du commentaire de Zhou. Car de manière différente des œuvres de Thucydide ou de Tacite, on n'a pas affaire à un récit qui est continu, qui est bien agencé. On a une succession de récits qui sont datés. Et ces prédictions auraient pour but également de tenir le lecteur un peu en haleine, car il souhaite connaître le dénouement des affaires qui lui ont été dévoilées. Parce que les prédictions précises qui sont notées dans le commentaire de Zhou se vérifient toujours. Donc quand on nous dit qu'un tel a pris une mauvaise décision, il va le regretter, il va effectivement le regretter plus loin. Il y a dans ces discours prédictifs un élément essentiel du soubassement idéologique de ces textes, qui est qu'il existe une relation de cause à effet entre le comportement éthique et rituel des hommes et les conséquences de leurs actes sur le plan politique. Les discours contenus dans le commentaire de Zhou ne se limitent pas aux discours prédictifs, loin de là, car les discours sont l'un des éléments fondamentaux de ce texte et qui font sa richesse du point de vue historique comme littéraire.
Alors quand on parle de discours, il ne faut pas imaginer de longs développements à la Périclès comme on a chez Thucydide. Les discours sont relativement brefs, avec quelques textes exceptionnellement longs, bien sûr, et sont souvent le fait de conseillers ou de ministres qui s'adressent au souverain. Ce ne sont pas des discours publics en général. Par ailleurs, et très malheureusement, on ne dispose pas, comme chez Thucydide, d'une explication sur la façon dont ces discours ou ces dialogues ont pu être préservés. Thucydide disait « J'ai exprimé mon avis, ils auraient pu dire qui répondit le mieux à la situation en me tenant par la pensée générale le plus près possible des paroles réellement prononcées. » Ça, c'est ce que dit Thucydide pour l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Pour nos textes chinois, en tout cas pour le commentaire de Zhuo, on n'a pas d'explication. Donc on ne sait pas dans quelle mesure ces discours ont été réécrits, voire inventés par les auteurs du texte qui nous occupe aujourd'hui. L'objectif de ces textes historiques anciens est, en plus de garder la trace du passé, d'édifier. Et ces leçons sont données en grande partie dans le commentaire de Zhuo par les discours, dont le style et le contenu ont influencé la littérature chinoise, étant donné que le commentaire de Zhuo était un classique confucéen et faisait donc partie de l'instruction de tous lettrés, et il fut également, j'y reviendrai plus tard, un modèle sur le plan littéraire. Alors, à titre d'exemple, voici un discours assez bref, mais typique de ce que l'on trouve dans le texte. Il s'agit d'une suggestion donnée par un conseiller à l'occasion de la révolte d'un intendant contre son maître. Cet intendant était chargé de gérer la cité de Bi et a décidé de faire sécession afin de donner cette cité au suzerain de son maître étant le prince du pays de Lou. L'affaire se passe en 528. 13e année, printemps, Shugong assiégea la ville de Bi. Il ne put la prendre et fut battu. Pingze, qui est un grand ministre de Lou, s'en irrita et ordonna que partout où on verrait un habitant de Bi, on le prit et on le constitua prisonnier. Ye Chufu, qui est le conseiller, dit « C'est un mauvais procédé. Partout où l'on verra un habitant de Bi, il faut lui donner des vêtements s'il a froid et à manger s'il a faim. Soyez un bon maître pour les habitants de Bi, donnez-leur ce dont ils manquent et ils viendront à vous comme s'ils étaient vôtres. Le sieur Nan, c'est l'intendant rebelle, sera perdu et le peuple de Bi se révoltera contre lui. Qui demeurera dans la ville de Bi avec lui? Et au contraire, si vous cherchez à inspirer le respect aux habitants de Bi par la sévérité et la terreur par la colère, ils vous auront en aversion, se révolteront et s'assembleront autour de Nan. Si tous les feudataires procèdent ainsi, les habitants de Bi n'auront personne vers qui aller, et s'ils ne s'attachent pas à Nan, où iront-ils chercher un appui? Pingze suivit le conseil, et les habitants de Bi se révoltèrent contre Nan. Le commentaire de Zhuo est empli de passages de ce genre où un souverain ou un aristocrate prend une décision ou s'apprête à en prendre une, un conseiller lui offre une suggestion ou lui fait une leçon politique, une remontrance qui est prise en compte ou pas. En général, quand les bons conseils ne sont pas suivis, les choses se terminent mal. Alors c'est que le ou les auteurs du commentaire de Zhuo et les conseillers qui offrent leurs suggestions font un peu partie du même groupe socio-culturel qui cherche à influer sur la politique. Et ce sera encore plus prégnant dans les textes historiques postérieurs de manière générale. Le fil rouge des textes historiques chinois est que le souverain sage sait écouter ses ministres et ses conseillers quand on lui fait de bons conseils et prend en compte leur avis. Alors j'ai choisi ce passage, ce discours entre mille, parce qu'il apparaît dans un manuscrit fragmentaire du commentaire de Zhuo qui a été trouvé au début du XXe siècle à Dunhuang, dans la province du Gansu par Paul Pelliot. C'est un manuscrit du 8e ou 9e siècle, enfin c'est un fragment du commentaire de Zhuo, du 8e ou 9e siècle de notre ère, et il fait partie des plus anciens manuscrits connus du commentaire de Zhuo. On en a quelques-uns qui sont plus anciens, mais celui-là était en bon état pour vous montrer, c'était intéressant. Alors, un autre élément fondamental du texte qui nous intéresse aujourd'hui est la question des jugements introduits par la formule « l'homme de bien dit » ou d'autres formules du même type. Régulièrement, dans le texte, le récit des événements proprement dits s'interrompt, en général à la fin d'un épisode, et laisse la place à un jugement, un commentaire de quelques lignes sur ce qui vient de se passer. Le commentaire de Zhuo présente plus d'une centaine de jugements et d'évaluations de cette sorte, et la majorité sont introduites par la formule « l'homme de bien dit ». On trouve également la formule « Confucius dit » et d'autres formulations moins fréquentes. Alors, dans la plupart des cas, il s'agit de la voix du narrateur qui exprime une évaluation positive ou négative sur les actes d'un personnage ou sur une de ses aptitudes ou sur une de ses vertus.
Alors voici un exemple positif. Un conseiller du nom de Yu Tuen menace son prince avec une arme afin qu'il suive ses suggestions. Plus tard, gardant les portes de la ville, il bloque le passage au prince afin de manifester sa réprobation. Afin d'expier cet affront impardonnable qu'il a fait à son prince, le conseiller se coupe lui-même les pieds. Le jugement de l'homme de bien le dédouane de ses actes a priori condamnables. Voici ce qu'il dit. Donc c'est introduit par la formule « l'homme de bien dit ». On peut dire que Yu Tuen aimait son prince, il osa le réprimander au point de se rendre passible d'un cruel châtiment. Après avoir subi ce châtiment, il continua à diriger son prince vers le bien. Alors j'ai fait suivre d'un autre exemple, négatif celui-ci. Un conseiller fait inhumer l'épouse du prince précédent, qui est décédé 2 ans auparavant, dans le cercueil que s'était fait faire la mère du souverain défunt, déjà décédé lors des événements. Alors ce n'est pas convenable, car du point de vue hiérarchique, l'épouse est inférieure à la mère. Il y a un problème de hiérarchie entre les deux, et voilà le jugement. Cela est contraire au rite. Il n'est rien dans les rites qui ne doit être enfreint. L'épouse doit fournir à sa belle-mère le nécessaire. Et là, on a pris le cercueil de la belle-mère pour le donner à l'épouse. Dépouiller la belle-mère pour enrichir la belle-fille est une des choses les plus déraisonnables. Donc là, c'est une entorse au rite qui est impardonnable pour le narrateur qui écrit ce jugement. Alors, cette formulation, l'homme de bien dit, se retrouve dans d'autres textes antiques. Mais par sa longueur et la quantité des jugements qu'il renferme, le commentaire de Zhuo a été considéré comme le modèle en la matière. Et ces commentaires du narrateur fondent ce que la tradition historiographique chinoise a désigné sous l'expression « l'éloge et le blâme ». Et l'idée derrière cela est que l'historiographe, l'historien, n'est pas censé être objectif. Il lui est demandé de donner son avis dans certains endroits de son texte. Le grand historien Sima Qian, qui vécut au tournant des 2e et 1er siècles avant notre ère, qui est un peu le fondateur de l'historiographie chinoise écrite d'une manière personnelle, qui est souvent comparé à Hérodote, il a repris à dessein cette façon de commenter les actes des personnalités dont il retraça l'histoire dans des annales pour les souverains et dans des biographies pour les sujets, en inaugurant une nouvelle forme d'écriture de l'histoire qu'on appelle les annales biographies, donc des ouvrages avec une partie analytique et une partie de biographie. Il y a d'autres éléments, mais ce sont les 2 éléments les plus importants dans ce genre historique. Alors, il a modifié la formule « l'homme de bien dit », sans doute par humilité, et a introduit ses commentaires par « le grand scribe dit », le grand scribe étant son titre à lui. Alors la tradition était désormais bien ancrée, et dès lors, les historiens se mirent eux aussi à insérer dans leurs œuvres, souvent à la fin des biographies, des commentaires personnels bien identifiés par des formules qui ont varié selon les auteurs et les textes. Dans le vocabulaire historiographique chinois, ces petits commentaires sont appelés des jugements récapitulatifs ou discussions et éloges, lunzan. Ces courts textes sont devenus l'une des caractéristiques des œuvres historiques chinoises et pratiquement des genres en eux-mêmes. Alors ce qui est important de retenir, il me semble, avec ces jugements, c'est le fait que dans ces textes historiques, il y a une sorte de distinction claire qui est établie entre le récit des faits proprement dit et la voix de l'historien. Celui-ci ne prend la parole que dans ses jugements, et c'est un peu comme si le lecteur avait à juger lui-même les protagonistes à partir des faits qui lui sont présentés, et l'historien a, de son côté, son propre espace pour s'exprimer. Hormis ces jugements du narrateur, le commentaire de Zhuo a exercé une influence sur les ouvrages historiques postérieurs dans leur contenu et aussi dans la forme analytique. Alors, le premier grand écrivain sur lequel le commentaire est une profonde influence est Sima Qian, on l'a vu avec les jugements. Sima Qian s'est souvent comparé à Confucius, auteur des Printemps et Automnes, et a voulu lui aussi transmettre un message. Et quand Sima Qian parle des Printemps et Automnes, il est clair qu'en fait, il fait allusion non seulement aux Printemps et Automnes, mais aussi au commentaire de Zhuo, comme si le commentaire faisait un peu corps avec le classique proprement dit. Et Sima Qian consacre une partie importante de ses mémoires historiques à la période traitée dans les Printemps et Automnes, et il a été prouvé que sa source principale sur les événements et les personnages est le commentaire de Zhuo.
Alors, après ce Matienne, on peut citer un auteur qui a été directement influencé par le commentaire de Zuo, et cette fois influencé dans la forme qu'il a donnée à son ouvrage. Il s'agit de Xunue, à qui un souverain a demandé de constituer à partir du livre des Han de Bangu, qui est aussi un des grands classiques de l'historiographie chinoise. Il lui a demandé de constituer un ouvrage modelé sur le commentaire de Zuo. Donc, à partir d'un ouvrage qui n'avait pas une forme analytique, Xunue a recomposé les choses de manière chronologique et en a tiré une chronique chronologique des annales qu'il appelait Annales des Han. Et effectivement, lui aussi, régulièrement dans le texte, le récit s'arrête et on a des jugements personnels de l'historien. Et enfin, troisième grand ouvrage, le fleuron de l'analystique chinoise, cher à mon maître François Martin, c'est le Miroir général pour aider à gouverner de Sima Guang, qui a été compilé au XIe siècle de notre ère et dont le modèle assumé est explicitement le commentaire de Zuo. J'aimerais maintenant terminer cette présentation en abordant la postérité du commentaire de Zuo en tant que modèle littéraire et linguistique et sa présence dans la langue chinoise, même moderne. On trouve des extraits du commentaire de Zuo dans à peu près toutes les anthologies de prose chinoise classique. Et alors, fait très intéressant, dans l'anthologie la plus connue du monde sinisé, le Wenxuan, le choix de pièces littéraires, qui a été établi au VIe siècle de notre ère, on ne trouve aucun texte tiré du commentaire de Zuo, parce qu'il n'y a aucun texte tiré des classiques, en fait. Le compilateur s'en explique dans sa préface, il lui était impossible de prélever des extraits dans les classiques confucéens, ce qui explique qu'on n'a aucun texte. Alors, dans l'autre grande anthologie qui est très connue, l'anthologie définitive de la prose à l'antique, qui a été faite au XVIIe siècle, là, les auteurs ne sont plus embarrassés de cette crainte révérentielle face aux classiques, et on trouve 34 récits du commentaire de Zuo, qui est de loin l'œuvre la plus présente dans cette anthologie. Et au XXe siècle, le commentaire de Zuo est non seulement présent dans les anthologies de littérature, mais il sert également de support à l'enseignement de la langue chinoise classique. Par exemple, dans le célèbre manuel de Wang Li, Le chinois ancien, Gudai Hanyu, qui a été fait dans les années 60, mais qui est toujours utilisé de nos jours, en Chine comme à l'étranger, le premier volume commence par 10 récits très connus tirés du commentaire de Zuo. Et là aussi, c'est l'œuvre la plus présente aux côtés des entretiens de Confucius. Et en fait, les entretiens de Confucius, les œuvres présentes, les extraits présents sont juste une ou deux lignes, tandis que les extraits du commentaire de Zuo sont quand même des passages bien plus substantiels. Alors, le commentaire de Zuo n'est pas seulement présent dans la culture littéraire chinoise, il l'est également dans la langue, et dans la langue moderne, sans même parfois que les locuteurs s'en rendent compte. En effet, l'un des éléments de la richesse lexicale du chinois moderne est l'utilisation d'expressions figées en 4 caractères, les changyu, dont beaucoup contiennent des allusions à l'histoire et à la culture chinoise. Alors, certaines de ces expressions en 4 caractères sont transparentes et d'autres sont incompréhensibles si l'on ne connaît pas l'anecdote à laquelle elles se réfèrent. On a recensé entre 300 et 400 de ces expressions faisant référence aux commentaires de Zuo. Il en existe des milliers en tout. Et je vais vous donner un exemple parmi beaucoup d'autres, qui est l'expression « Igu Zuoqi », littéralement « le premier coup de tambour crée l'ardeur ». Alors, cette expression, elle apparaît telle quelle dans le commentaire de Zuo. Elle est relativement difficile à comprendre si on ne connaît pas l'allusion, même si elle n'est pas totalement opaque. L'anecdote est militaire. C'est un conseiller d'un prince qui, à l'issue d'une bataille, lui explique pourquoi il a tardé à déclencher l'attaque. Le prince lui disait « mais allez-y, déclenchez l'attaque ». Le disait « on attend ». Et voici son explication. L'ardeur des combattants au premier coup de tambour est excitée. Au deuxième coup, elle diminue. Au troisième coup, elle est éteinte. Quand l'ardeur des ennemis est éteinte et que la nôtre est à son plus haut point, nous pouvons vaincre. Et donc l'expression Igu Zuoqi, c'est l'ardeur des combattants, est traduite par l'ardeur des combattants au premier coup de tambour est excitée. Voilà pourquoi il a attendu le troisième coup de tambour des ennemis, justement, pour attaquer. L'expression est traduite dans le grand dictionnaire Ichi par des expressions comme être tout feu, tout flamme, se lancer dans une entreprise avec l'enthousiasme des premiers jours, ou surtout profiter de l'ardeur des débuts. Et comme beaucoup de ces expressions, c'est le contexte qui va déterminer la manière dont
dont on l'a traduit. Alors, à titre d'exemple, voici les pages d'un dictionnaire qui est à destination des enfants, puisque ces expressions en 4 caractères, c'est le détour obligé de l'instruction primaire en Chine. Et vous voyez donc la page de gauche, pratiquement toute la page est consacrée à cette expression. Vous avez une petite image qui montre le prince et son conseiller sur un char. Et vous avez donc le long pavé de texte, c'est la petite anecdote. Et ensuite, des antonymes, des synonymes, comment l'employer, dans quel contexte l'employer, etc. Et là, c'est vraiment un hasard des plus complets. Vous regardez sur la page de droite, ce que j'ai encadré en vert, c'est l'expression très moderne « un pays, 2 systèmes ». Alors c'est amusant, et là je trouve ça fascinant, c'est un des exemples de la grande continuité de la langue chinoise, c'est-à-dire page de gauche, vous avez une expression qui provient d'un texte, mais tel quel, qui date peut-être du 5e ou du 4e siècle avant nos jours, et juste l'entrée qui suit, c'est une expression, tout ce qu'il y a de plus moderne. Voilà donc arrivé au terme de cette présentation que j'ai espéré ne pas être trop touffu. Je vous remercie de votre attention et je me soumets maintenant aux questions et au jugement des femmes de bien et des hommes de bien de cette salle.